parce qu'il y a de nouvelles notions que tu as introduites, notamment la notion de civilisation, notamment cette notion dont on ne parle pas, c'est la notion des enfants à naître qui ne naîtront jamais, c'est-à-dire le crime contre l'humanité, la définition du crime contre l'humanité comme un ensemble et non pas le crime contre l'humanité à un moment donné. Moi, je parlerai de l'Europe et de mon expérience européenne, puisque je me présente, je suis Betche Boyan, j'ai été directrice de la Maison de la Culture arménienne à Dessine pendant une trentaine d'années, et parallèlement, j'ai été militante de la cause arménienne, celle notamment de la reconnaissance du génocide des Arméniens en France et par les instances internationales. Alors, les instances internationales, ça a été un peu avant la France, puisque la question du génocide est traitée à l'ONU dans le cadre de la Commission des droits de l'homme. Et dans les années 70, nous nous sommes rendus compte que une sous-commission d'experts de la Commission des droits de l'homme de l'ONU voulait parler du génocide des Arméniens en citant simplement le nom arménien, et que la pression diplomatique, politique, économique de la Turquie faisait que ce nom devait disparaître d'un tout petit rapport sans importance de l'ONU, de la sous-commission, de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, une sous-commission d'experts. Et je disais que la reconnaissance du génocide par la France et par les pays était encore très, très loin. Et nous nous sommes intéressés à ce mot dans un rapport de la sous-commission de lutte contre les discriminations et le racisme, la xénophobie, etc., de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et c'est comme ça que l'action internationale a commencé. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? De l'eau? Oui, oui. C'est comme cela que l'action internationale a commencé pour la reconnaissance du génocide des Arméniens. Et c'était, si vous voulez, plus de 60 ans après le génocide. Plus de 60 ans. Alors, il faut se dire que la question du génocide des Arméniens a été obsolète très rapidement. Or, comme le disait tout à l'heure Nikos, le génocide des Arméniens était une école pour les nazis, pour les Allemands, pour organiser le génocide juif plus tard. Ça a été une école, dans un autre contexte international, mais toujours pendant une guerre mondiale, pendant une guerre où la tension des puissances était attirée par des faits de guerre. À l'intérieur d'un pays, on a organisé un génocide d'un peuple vivant sur cette terre. La question est devenue obsolète très rapidement, et c'est déplorable que ce soit comme ça, parce qu'on n'a pas tiré les conclusions de ce génocide pour les faits futurs et pour les génocides qui ont suivi. Finalement, entre le génocide des Arméniens en 1915, si on considère que c'est uniquement en 1915 le génocide, parce qu'il y a aussi une école qui dit que le génocide avait commencé à la fin du 19e siècle, avec les massacres qui ont fait 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Entre 1895 et 1996, il y a eu 300 000 victimes et des destructions immenses et des islamisations de force des Arméniens, etc. Donc ça, c'est l'autre hypothèse. Si on ne considère que 1915, finalement, le génocide des Juifs, la Shoah, date de 25 ans plus tard seulement. Donc 25 ans, ce n'est rien dans l'histoire des peuples. 25 ans, ce n'est rien. Ce n'est pas une période, si vous voulez, une génération, à peine une génération après. Et le fait qu'on n'ait pas tiré les leçons de ce premier génocide des Arméniens a aussi permis
une impunité pendant le processus génocidaire, à une impunité des auteurs, des nazis, des auteurs du génocide des Juifs et du génocide des Tziganes. Alors, la question a commencé dans les années 70, hein, à peu près 60-65 ans après le génocide des Arméniens. Il y a eu donc une bataille extraordinaire entre un État qui empêchait, je parle de l'État turc, qui empêchait toute publication de livres dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays européens, dans les pays même dans les États-Unis, qui empêchait la publication de livres, parce que ces maisons d'édition, ces grandes maisons d'édition, il y en avait beaucoup moins avant, dans ces années-là, avaient des intérêts en Turquie, et dès qu'il y avait vent par les ambassades, par les services des ambassades de Turquie, de la parution d'un livre sur le génocide, il y avait des pressions sur la maison d'édition, etc. Ce qui fait que jusqu'aux années 70, il n'y a pas eu de livre en français, par exemple, ou en anglais, sur la question du génocide des Arméniens. Et c'est à partir des années 70, je dirais peut-être après les années 60 et après mai 68, que la question a commencé à éclore dans l'esprit des non-arméniens et de ceux qui étaient les enfants des victimes du génocide des Arméniens. Et c'est comme cela que nous sommes arrivés à défendre l'existence, le rappel de la mémoire simplement du génocide, sans parler d'études sur le génocide, dans les instances internationales à partir de 78-79. Et c'est en 85 que, dans ce rapport, ce fameux rapport de la sous-commission des droits de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qu'il y a eu le mot génocide. Et bien entendu, lorsque de la commission des experts, nous sommes passés à la commission politique, c'est-à-dire à la commission des droits de l'homme de l'ONU, eh bien, il y a eu un obstacle définitif pour que ce rapport soit remis à la commission et soit validé par la commission des droits de l'homme. Donc le passage, et ça je reviendrai si vous voulez sur ce thème dans le cadre de l'Union européenne aussi, ce passage de la chose technique, des principes et des dispositions qui sont prises pour la prévention des génocides, ce passage de cet endroit-là à la sphère politique pose problème et a toujours posé problème, que ce soit dans les instances internationales, que ce soit dans les instances nationales, et que, par exemple, toutes les reconnaissances des génocides dont on parle sont du niveau des parlementaires. Au niveau étatique, au niveau des gouvernements, la question devient beaucoup plus difficile. Et c'est rare quand on passe la barrière du politique. Donc le politique étant sujet au réel politique, aux considérations géopolitiques, aux considérations économiques, aux considérations diplomatiques, la sphère politique a toujours du mal à accepter ce qui est prévu dans la sphère juridique, dans la sphère des principes concernant les génocides. Alors, moi je voudrais répondre à 3 questions qui nous préoccupent aujourd'hui à la veille des élections européennes. Je me suis posé la question suivante, mais c'est un peu provocateur. L'Europe est-elle compatible avec les génocides et les crimes contre l'humanité? Je devrais poser, pour être moins provocateur, poser la question autrement. Est-ce que l'Europe protège l'humanité, se protège elle-même contre les génocides? Quels sont les instruments européens aujourd'hui pour protéger l'Europe et l'humanité dans un sens plus large contre les génocides? Pour répondre à cette question, je parlerai de mon expérience de ces 20 dernières années dans les instances européennes et
de la législation européenne concernant les génocides. Alors, à première vue, bien sûr, la réponse est non, puisqu'il y a eu Srebrenica, il y a eu l'ex-Yougoslavie, et il faut bien se dire que ce n'est pas grâce à l'Europe que les massacres ont été arrêtés. C'est grâce, je pense, à l'armée américaine, non pas à l'ONU, mais à la présence des États-Unis. Et là, bien sûr, l'Europe a été partie prenante de tout ce dispositif qui a été mis en Europe pour arrêter les génocides qui avaient été engagés sur le territoire européen, non pas encore de l'Union européenne à l'époque. Une autre question de fond qui nous interpelle, c'est combien pèsent les principes énoncés face aux impératifs politiques de l'Union européenne. Et là aussi, je vous parlerai, si vous voulez, rapidement de mon expérience, puisque c'est une question fondamentale aujourd'hui. Nous sommes dans l'Union européenne, dans le cadre des institutions européennes, nous sommes entre le Parlement, la Commission, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Nous sommes dans 4 institutions politiques où il n'y a pas de place, où très peu de place pour les questions de droits de l'homme et les questions de prévention des génocides. Encore une autre question, doit-on se limiter à l'espace européen pour la prévention et la condamnation des génocides? Est-ce que l'Europe doit se limiter à cet espace-là pour la prévention et pour prendre des mesures dans le futur? On espère qu'il y aura d'autres mesures, parce qu'actuellement, les mesures ne sont pas suffisamment significatives pour la prévention des génocides. Alors, l'expérience dont je vous parle, c'est l'expérience de quelqu'un qui a commencé à aller dans les institutions européennes pour parler de reconnaissance du génocide des Arméniens simplement, notamment au Parlement européen à partir de 1984. Donc c'est en 1985 que j'ai commencé à y aller. Mes camarades, mes amis militants de la cause arménienne y étaient avant, et moi j'ai pris la suite à partir de 1985, 1987, et nous avons abouti à la reconnaissance du génocide des Arméniens en 1987, le 18 juin 1987 à Strasbourg. Alors, dans un premier temps, la question du génocide des Arméniens était hors sujet. Comment ? Alors, je pense que c'était un exploit parce que nous sommes partis de rien et le chemin parcouru était immense, extraordinaire. On n'aurait jamais pu imaginer que l'instance européenne, la représentation des peuples européens pouvait reconnaître. Mais c'était un peu à l'aveuglette qu'on était allé, et c'était pour nous un challenge très sincèrement qu'on n'espérait pas réussir. Quoi qu'il en soit, le sujet qu'on abordait était hors sujet. Donc la première chose qu'on nous a dit, et même je ne donnerai pas de nom pour ne pas gêner, froisser les sensibilités, même des personnalités très importantes dans le domaine des droits de l'homme, nous ont dit que le Parlement européen n'est pas le lieu pour parler du génocide des Arméniens. Donc nous avons eu un refus net de pratiquement toutes les forces politiques pour différentes raisons, la gauche, la droite, etc. La gauche, le centre, la démocratie chrétienne, etc. Nous avons eu du refus de partout. Il a fallu, si vous voulez, intervenir sur différents domaines, sur le Conseil œcuménique des Églises, pour toucher les démocrates européens, pour le PS français, pour toucher les socialistes allemands qui étaient extrêmement opposés à cette loi. Donc, il a fallu travailler pendant plusieurs années, et finalement, nous avons obtenu. Mais la question était de savoir, est-ce que c'était la place, le Parlement européen est-il la place pour évoquer la question d'un génocide? Alors, bien entendu, comme j'ai parlé
de l'obsolescence rapide du génocide des Arméniens, c'était le génocide des Arméniens qui était visé. Ce n'était pas la question du génocide. Mais la question du génocide ne se posait pas au Parlement européen parce que c'était à l'origine même. Dire la Shoah était à l'origine des institutions européennes. La Shoah, ne plus jamais cela, était à l'origine de la constitution de l'Europe et de la mise en place des institutions européennes. Donc on était tous d'accord sur le fait que l'Europe est née avec cette idée, mais on n'était pas d'accord pour parler d'un autre génocide, non pas d'un autre génocide, d'un génocide en particulier, parce que c'était le passé, parce que c'était le passé, c'était l'histoire, et que parce que c'est l'histoire, ce n'est pas politique. Donc on est dans cette trilogie, si vous voulez, encore aujourd'hui. On peut parler on peut, j'allais dire palabrer, mais on peut évoquer la question du génocide, des génocides actuels dans les instances européennes, mais on n'a pas d'instrument aujourd'hui parce qu'on refuse de voir la progression, si vous voulez, au XXe siècle, la progression des génocides comme une suite qui blesse l'humanité, comme une suite historique qui blesse l'humanité, et comme une suite historique qui n'est pas apolitique, qui est intégrée totalement dans la politique du XXe siècle, dans le politique du XXe siècle. La question a été enterrée après 1987, et lorsque, à partir de 94, je crois, à partir de 94, lorsqu'il a été question, de l'union douanière avec la Turquie qui devait être un préalable au processus d'intégration de la Turquie, nous avons évoqué ce problème que l'ensemble des parlementaires, l'ensemble de la Commission européenne, bien entendu l'ensemble du Conseil européen voulait enterrer. C'est-à-dire une question qui gênait de tourner en rond. Et à partir de 2000, cette question, la question du génocide des Arméniens, a été l'épine dans le pied des parlementaires européens et bien entendu beaucoup plus dans le pied de la Commission européenne, etc., qui considérait cette question, donc dans une sorte de dialectique qu'on a mis en place à ce moment-là, comme une question du passé. Question du passé, question historique, laissons le génocide, laissons l'histoire aux historiens et nous occupons-nous du politique. Alors je parlais de la trilogie de l'Union européenne qui est aujourd'hui encore de vigueur et qu'il faudra changer un jour dans le futur proche, c'est comment la question des génocides est une question unique. Ça se résume à cela. Comment la question du génocide des passés moins lointains, du passé proche, par exemple, d'il y a 20 ans, 25 ans, et du présent, est une question unique parce que l'Union européenne, aujourd'hui, n'est pas immunisée contre la question du génocide. Donc il a fallu se battre dans les couloirs, dans les groupes politiques, dans les instances de la Commission européenne pendant des dizaines d'années pour que cette question devienne aujourd'hui un peu moins taboue, même dans les instances internationales. En 2008, après plusieurs années de débats, l'Union européenne, l'Union européenne par la Commission et par le Conseil européen a adopté une décision cadre. Vous savez, vous connaissez les décisions cadres et les différents degrés de décision de l'Union européenne. Décision cadre, c'est le degré le moins obligatoire. Ensuite, il y a directive, il y a ensuite des lois européennes. Donc la décision cadre, il y a eu une décision cadre le 28 novembre 2008 qui a été signée par l'ensemble des pays de l'Union européenne concernant la lutte contre certaines formes
et manifestation de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. C'est-à-dire que cette décision cadre a été envoyée à l'ensemble des pays de l'Union européenne et chaque pays avait la responsabilité d'appliquer cette décision cadre dans sa législation. C'est-à-dire d'introduire dans la législation d'une manière ou d'une autre cette décision cadre. Et cette décision cadre concernait aussi les génocides. Ce n'était pas seulement le racisme, la xénophobie, etc. Il y avait donc dans l'article 1er les chapitres C et D qui parlaient de l'apologie et de la négation et de la banalisation grossière, publique des génocides, du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et donc cette décision cadre a été acceptée avec, par exemple, la France, à l'époque, a accepté, a signé cette décision cadre, a adopté avec des réserves. La France a dit, c'est uniquement, donc a mis la réserve suivante, c'est simplement les génocides qui ont été condamnés par une juridiction internationale que nous acceptons d'introduire d'appliquer cette décision cadre dans notre législation. La décision cadre a été appliquée selon des pays avec des différences extraordinaires. Certains, c'est l'apologie, d'autres, c'est la banalisation, d'autres, ont pénalisé différents aspects de cette décision cadre, mais la décision cadre n'a pas eu une application unanime dans tous les pays. Il faut tenir compte aussi dans cette application de la sensibilité des pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, qui sont sortis du bloc communiste et qui considèrent par exemple que les génocides, qui considèrent par exemple les crimes staliniens comme des crimes de génocide, etc. Donc il y a une diversité d'application de cette décision cadre qui n'a pas été finalement l'instrument nécessaire aujourd'hui encore dans l'Union européenne pour prévenir les génocides, pour prévenir aussi pour condamner et prévenir les génocides dans l'Union européenne. Alors moi je voulais parler donc de cette insuffisance aujourd'hui de la législation européenne. Il n'y a pas de législation européenne dans l'Union européenne aujourd'hui concernant la question des génocides, la prévention de la question des génocides. En revanche, il y a des lois des actes du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui était considéré jusqu'à encore récemment comme le portail d'entrée des pays dans le futur Union européenne, aujourd'hui c'est considéré comme plutôt avec le nombre de pays, dont la Russie, de la Turquie, etc., c'est considéré aujourd'hui non pas comme le portail, mais plutôt comme la porte fermée, à juste titre d'ailleurs, des nouveaux pays pour l'adhésion à l'Union européenne. Alors, pour la question du génocide des Arméniens, comme un préalable, la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie comme un préalable à son adhésion. Donc c'est une lutte qui a pris à peu près une quinzaine d'années. C'est à partir de 2000 que nous avons commencé à mettre cette question sur le tapis. Nous avons obtenu des résultats épisodiques, mais nous avons aussi obtenu, nous nous sommes heurtés aussi à la question du caractère politique des instances de l'Union européenne qui ne pouvaient pas prendre en considération dans les relations avec les pays tiers ou les pays associés ou les pays en voie d'intégration qui ne pouvaient pas prendre cette question comme un critère, même pas un critère, un préalable éventuellement à l'intégration de ces pays dans l'Union européenne. Alors, ce qui aujourd'hui
pose énormément de problèmes, puisqu'il y a la reconnaissance par les parlements nationaux de plusieurs pays, alors je n'ai plus le compte, je ne sais pas si tu les as, de plusieurs pays de l'Union européenne aujourd'hui, du génocide des Arméniens en particulier, et pour certains, on a associé le génocide des Assyro-Chaldéens au génocide des Grecs pontiques, et donc ces reconnaissances par les parlements n'aboutissent pas à des actes concrets. Il s'agit de reconnaissances non normatives, c'est-à-dire de textes de loi non normatifs qui ne sont pas suivis par des décrets, qui ne sont pas suivis par des mesures, ou qui ne sont pas suivis par éventuellement un budget de l'État pour la prévention et pour la pénalisation. Alors la pénalisation, c'est encore un autre problème. La pénalisation du génocide, de la négation du génocide des Arméniens, vous savez qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis 2006 dans plusieurs domaines. On a voulu étendre la loi Guesso, ça n'a pas marché. On a voulu faire de nouveaux textes en extension du texte de la reconnaissance du génocide de 2001, ça n'a pas marché. Et la dernière fois, ça a été une nouvelle loi contre de citoyenneté sur la citoyenneté qui n'a pas marché non plus. Alors, je ne parlerai pas de ça parce que je considère que la France aujourd'hui n'est pas prête à pénaliser pour différentes raisons. Ce n'est pas simplement parce que c'est le génocide des Arméniens, ou ce n'est pas simplement parce que c'est la pression de la Turquie. La pression de la Turquie a été énorme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opposition dans l'opinion publique française contre l'idée de la pénalisation, de la négation des génocides. Et pas seulement du génocide des Arméniens. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Nikos. Moi, je pense que le travail n'a pas été fait en France, le travail dans l'opinion publique, le travail juridique, le travail des études juridiques, le travail de sensibilisation, non pas des politiques, mais de la sphère médiatique, des écrivains, etc., n'a pas été fait, même si sur le refus du Sénat, de la Cour, du Conseil constitutionnel, etc., de 2011-2012, et puis des deux conseils constitutionnels, les deux fois, il y a eu tout de même une influence majeure, d'une part de la Turquie, et d'autre part de cette association des historiens contre la pénalisation. Cette association qui est présidée par Pierre Nora et qui a eu une influence énorme, non seulement sur le Conseil constitutionnel, mais aussi sur l'association Liberté pour l'Histoire, mais aussi sur cette décision cadre de 2008. Il y a eu un lobbying très actif qui a été mené par Pierre Nora et ses amis historiens pour que la question du génocide des Arméniens ne soit pas intégrée dans la décision cadre. C'est-à-dire pour qu'il y ait des précautions qui soient prises dans cette décision cadre pour que la question du génocide ne soit pas appliquée, cette décision cadre ne soit pas applicable à la question du génocide des Arméniens. Mais ceci dit, en dehors de cette réalité, je pense que l'opinion publique française aujourd'hui n'est pas préparée à la limitation, à d'autres limitations de la liberté d'expression que celles qui s'appliquent à la Shoah aujourd'hui, même si je sais que la LICRA a présenté une objection au Conseil constitutionnel en 2012 lorsque il fallait donc que des organisations de droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme ne l'a pas fait, mais la LICRA l'a fait pour permettre à la publication de cette loi sur la pénalisation. Mais je pense tout de même que l'opinion publique française aujourd'hui considère déjà que la loi Guesso n'est pas une bonne loi,
mais parce que c'est le génocide, c'est la Shoah qui a eu lieu en Europe et que la France a eu une participation, a eu en tout cas une responsabilité dans la déportation des Juifs français. On tolère cette loi Guesso, mais on considère que cette loi Guesso n'est pas applicable, ne doit pas être applicable. En tout cas, cette limitation du droit d'expression ne doit pas être appliquée à d'autres génocides que le génocide juif. Donc, je pense que pour ce qui concerne l'opinion publique française, nous avons un énorme travail à faire encore pour parler de la pénalisation, de la négation des génocides en général. Et là, je pense que c'est une question qui va prendre encore quelques années. Pour ce qui concerne l'Union européenne, et donc je crois que votre motivation, c'était de faire un débat avant les élections européennes. Pour ce qui concerne l'Union européenne, il y a un très long chemin à parcourir encore pour que l'Union européenne se fasse ses propres instruments pour la prévention des génocides. Et la prévention des génocides n'exclut pas la reconnaissance et la mise dans le domaine politique, la transcription, la retranscription dans le domaine politique des questions du passé et des génocides du passé. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire et je peux vous apporter un éclairage différent si vous avez des questions. Merci. Alors nous disposons